Bonjour et bienvenue sur la chaîne Matinter. Dans cette vidéo, nous allons voir le cours sur les ensembles et les applications. Pour les ensembles, on va traiter surtout les opérations sur les ensembles et leurs propriétés, comme l'intersection, la réunion, la différence des ensembles, la différence symétrique. On va voir aussi le produit cartésien de deux ensembles ou plus et les parties d'un ensemble. Pour les applications, on va voir la définition d'une application, bien sûr, et les applications injectives, surjectives et bijectives. On va voir aussi la bijection réciproque et la composition des applications. Ensemble et applications. Bien. Alors, on va commencer par les ensembles. Bien sûr, ce n'est pas nouveau pour vous. Vous avez déjà utilisé des ensembles et parlé des ensembles, comme l'ensemble N, l'ensemble Z, l'ensemble R, etc. Des intervalles qui sont des ensembles de nombres. Le plan comme étant l'ensemble des points, c'est bien sûr des ensembles. Il y a des ensembles infinis, comme le plan, la droite, le cercle sont des ensembles de points infinis et l'ensemble de nombres aussi. Bien, alors ici, on va parler en général des ensembles, d'une façon générale. Bien sûr, on ne va pas donner une définition précise de ce qui est un ensemble, mais on peut dire qu'un ensemble est une collection d'objets, n'importe quel objet. Donc, n'importe quel, on peut former un ensemble de n'importe quel élément, et les éléments, ce sont des objets. Voilà. Alors, pour simplifier ou bien faciliter notre travail, on va considérer des ensembles dont les éléments appartiennent à un ensemble plus grand qu'on appelle l'ensemble de référence. Alors, vous voyez ici, ce cadre qu'on a mis ici, ça représente l'ensemble de référence qu'on a appelé E. Donc, à chaque fois, lorsqu'on parle d'un ensemble, ça veut dire que tous ces éléments, c'est-à-dire tous les éléments de cet ensemble, appartiennent déjà à un ensemble plus grand qui est l'ensemble de référence. Bien. Alors ici, vous voyez qu'on a représenté cet ensemble-là comme ça, avec un cercle ou bien une ellipse qu'on appelle diagramme sagittal. D'accord. Alors on voit que cet élément, quand il y a des points ici, ça représente, ces points représentent les éléments. On a 5 éléments dans cet ensemble. Et on peut dire que, puisque le nombre des éléments c'est 5, on dit que cardinal de A égale 5. Et dans l'ensemble de référence, il y a des points qu'on n'a pas pris dans l'ensemble A. Voilà, vous avez 7 points ici. Alors, les éléments qui restent constituent un nouveau ensemble qu'on appelle le complémentaire de l'ensemble A dans E, et on le note comme ça. CAE, c'est-à-dire complémentaire. C'est l'ensemble qui complète A pour arriver à E, sachant que l'intersection de A et de cet ensemble qui est le complémentaire est vide. On le note comme ça avec CAE, complémentaire de A dans E, ou bien avec A bar. Et pourquoi A bar? Parce que dire qu'un élément appartient à l'ensemble A, on écrit X. Dire qu'un élément X appartient à l'ensemble A, c'est dire que X appartient à A. Et on écrit X appartient à A. Et dire que X appartient au complémentaire, c'est dire que X n'appartient pas à. C'est-à-dire qu'on utilise la négation.
Et n'oubliez pas que pour une proposition P, sa négation, et on la note avec P avec une barre, P barre. Donc ici, la notation est la même. A bar représente le complémentaire de A dans E. Bien sûr, il y a une autre notation qu'on a ici, CAE, mais se lit complémentaire de A dans E. Donc, le complémentaire de A dans E qui est A bar, il est défini comme ça. C'est l'ensemble de tous les éléments X de E tels que X n'appartient pas à A, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent à l'extérieur. Bien, ici, on a donné la définition des cardinales. Le cardinal d'un ensemble A, d'une partie A de E, est tout simplement le nombre des éléments de A, et on le note card A, c'est-à-dire cardinal de A. Voilà donc pour le complémentaire d'un ensemble dans E, un ensemble A dans E. Maintenant, on va parler de quelques opérations sur les ensembles, l'intersection, la réunion, la différence de deux ensembles et la différence symétrique. Pour l'intersection et la réunion, alors dire qu'un élément appartient à inter B, c'est-à-dire que c'est un élément en commun. C'est-à-dire aussi que le X appartient, bien sûr c'est un élément de l'ensemble des références, mais dire que X appartient à inter B, ça veut dire que X appartient à A et X appartient à B, on a utilisé le connecteur et. Et pour la réunion, on a utilisé le connecteur ou. Alors vous voyez dans le diagramme sagittal qu'on a ici, l'intersection, c'est la partie coloriée. Il contient les éléments en commun, donc les éléments d'intersection. C'est donc A inter B. Et pour le A union B, c'est tout ça, c'est-à-dire dire qu'un élément appartient à union B, ça veut dire que X se trouve dans A ou se trouve dans B. Bien sûr, on peut le trouver dans l'intersection. Donc, c'est tout ça. Donc, A union B, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les X de E, tels que X appartient à A ou X appartient à B, il est représenté comme ça. Pour la différence de deux ensembles, on se trouve toujours dans l'ensemble de références, et l'ensemble A et l'ensemble B peuvent être comme ça. Ils peuvent avoir une intersection qui n'est pas vide. Donc, ça, c'est le cas général. A moins B, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les X de E, tels que X se trouve dans A, c'est-à-dire ici, mais X n'appartient pas à B. C'est pour cela qu'on a éliminé cette partie, l'intersection, et cette partie qui contient des éléments de B qui ne se trouvent pas dans A. Donc A moins B, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les X tels que de E, tels que X appartient à A et X n'appartient pas à B. Alors là, on peut remarquer une chose importante, c'est que A moins B, c'est A et c'est l'intersection. Donc A, X appartient à A et, c'est-à-dire A inter. Inter quoi? X n'appartient pas à B. Dire que X n'appartient pas à B, je reviens à ça. Par exemple, X n'appartient pas à A, ça veut dire que X appartient à A bar. Là aussi, X n'appartient pas à B, ça veut dire que X appartient à B bar. Donc, cette écriture devient A moins B, c'est l'ensemble des X de E, tel que X appartient à A et X appartient à B bar. Ça veut dire que A moins B, ce n'est que A inter B bar. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la différence symétrique. Alors, la différence symétrique, il est représentée par la partie coloriée. Cette partie, c'est A moins B, comme on a déjà vu ici. Et cette partie, par analogie, de la même façon, c'est B moins A. Donc, vous voyez qu'on a pris ça et ça. Donc, A delta B, ce n'est que A moins B union B moins A. Mais on peut remarquer rapidement que la partie coloriée, ce n'est que la réunion, c'est-à-dire A union B, moins l'intersection qui est là. Donc, A delta B, c'est aussi, c'est la différence symétrique, mais on lit A delta B, on l'appelle la différence symétrique de A et B, c'est A union B moins inter B, ou encore A moins B union B moins A. C'est bon, donc pour les opérations. Maintenant, on va voir les propriétés des opérations sur les ensembles. Alors, bien sûr, par analogie, l'intersection, c'est l'intersection utilise le connecteur et. Par analogie, l'intersection, c'est pour les ensembles et le et, c'est pour la logique. La réunion pour les ensembles et c'est ou pour la logique. C'est bon. Donc, on a déjà vu dans le cours de la logique que le connecteur A
et le connecteur ou sont deux connecteurs qui sont associatifs et commutatifs. C'est-à-dire, si vous avez une proposition pour la commutativité, P et Q, il est équivalent à Q et P. Et on a aussi P ou Q, il est équivalent à Q ou P, c'est-à-dire, on dit que les connecteurs et ou sont commutatifs. Et associatifs aussi. Donc, sans compliquer l'existence, c'est très simple. On peut dire que l'intersection et la réunion sont associatifs, ou si vous voulez, associatives et commutatives. C'est ça. C'est-à-dire ici, on peut placer les parenthèses n'importe comment pour l'intersection et la réunion. Et ici, on peut changer l'ordre des ensembles. Donc ça, c'est pour la réunion et la différence symétrique qui est aussi associative et commutative. On peut démontrer ça facilement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intersection, la réunion et la différence symétrique sont commutatives et associatives. Ici, il y a des propriétés qui sont très simples à démontrer. A inter l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. A inter E, c'est A. A union l'ensemble vide, c'est A. A union l'ensemble E, c'est E. A delta l'ensemble vide, c'est A. Et A delta E, c'est A bar. Et ici, vous avez d'autres propriétés aussi. Alors, on peut les comprendre très facilement. Directement, A inter un ensemble qui ne contient rien, c'est l'ensemble qui ne contient rien. D'accord? C'est pas difficile. A inter E, n'oubliez pas que le A, il est inclus dans E. Donc, A inter E, ça donne A, c'est-à-dire le plus petit ensemble, parce que les éléments de A sont déjà contenus dans l'ensemble E. C'est pour cela. Et A union l'ensemble vide, si on fait la réunion de A avec un ensemble qui ne contient rien, donc on trouve l'ensemble A tout entier. Et si on fait la réunion de A avec l'ensemble E, sachant que A est inclus dans E, donc la réunion, c'est le plus grand ensemble, c'est E. A delta, l'ensemble vide égale à A, on peut utiliser la propriété ici. A delta, l'ensemble vide, c'est A union l'ensemble vide moins A inter l'ensemble vide. A union l'ensemble vide, c'est A. Et A inter l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Et l'ensemble A moins l'ensemble vide, c'est A. Ici, la même chose, on peut vérifier facilement. A delta E, c'est A union E, qui est E, moins A inter E, qui est A. Et E moins A, c'est A bar. Alors, les propriétés que vous avez ici sont très simples. A inter, c'est assez évident. A inter, A bar, c'est l'ensemble vide. On a déjà dit ça ici. Parce que A et A bar n'ont pas de point d'intersection. A union A, c'est A. Et A union A bar, c'est E. Parce qu'on a déjà dit que le complémentaire, il complète le A pour avoir l'ensemble de références E. Et A delta A, on peut vérifier facilement. A delta A, c'est, je reviens ici, c'est A union A, qui est A, moins A inter A, qui est A. Et A moins A, c'est l'ensemble vide. A delta A bar, vous voyez, A delta A bar, c'est A union A bar, c'est E, moins A inter A bar, c'est l'ensemble vide. C'est E moins l'ensemble vide, c'est E. Très bien. Voilà donc pour les propriétés. Alors, on a une autre propriété ici, c'est pour les cardinaux. Cardinal de A bar, c'est évident, c'est cardinal de E moins cardinal de A. On a déjà vu ça ici pour le complémentaire. Et vous avez aussi le cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. C'est facile à comprendre. Si je reviens à la réunion, cardinal de A union B, c'est cardinal de A, tout ça, plus cardinal de B, tout ça. Mais vous voyez ici, si on fait cardinal de A plus cardinal de B, ça veut dire qu'on a compté l'intersection deux fois. C'est pour cela qu'on écrit cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. Voilà donc pour les ensembles et les propriétés. Alors, pour terminer cette partie, on va parler un peu de l'inclusion. Alors, on dit que A est inclus dans B, sachant qu'A et B sont deux parties de E. A est inclus dans B, si et seulement si un élément quelconque de E appartient à A, alors cet élément appartient aussi à B. Ça veut dire qu'on doit écrire ça. Quel que soit X appartient à E, X appartient à A, implique X appartient à B. Ça veut dire que tout élément qui se trouve dans A se trouve aussi dans B. Alors, les propriétés de l'intersection, bien sûr, pour montrer une égalité de deux ensembles, il suffit de montrer que
A et B, il faut montrer que A est inclus dans B et que B est inclus dans A. Une remarque qu'on a déjà utilisée en haut, si A inter, bon, pas tout à fait, mais A inter B est inclus dans A parce que c'est plus petit. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a déjà dit ça. A inter B est inclus dans A, c'est plus petit parce qu'il contient les éléments qui se trouvent déjà dans A et qui se trouvent déjà dans B. Donc, il est plus petit que A. Il est inclus dans A. Et l'intersection est inclus dans B aussi. Donc, en résumé, je peux dire que A inter B est inclus dans A et inclus dans B. La réunion, c'est le contraire. C'est A qui est inclus dans la réunion et c'est B qui est inclus dans la réunion. Ça veut dire que la réunion est plus grande que A et que B. L'intersection, c'est le contraire. Elle est plus petite que les deux ensembles A et B. Voilà la propriété qu'on a utilisée de notre façon en haut. Si vous avez A inclus dans B, alors l'intersection, c'est le plus petit ensemble qui est A, et la réunion, c'est le plus grand qui est B. Voilà donc pour cette partie. Produit cartésien. Alors, si on a deux ensembles, E et F, on peut parler du produit cartésien de l'ensemble E suivi de F, parce qu'il y a un ordre. Et on le note E croix F. On lit comme ça, c'est le produit cartésien de l'ensemble E suivi de F. On dit tout simplement E croix F. C'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des couples XY tels que X appartient à l'ensemble E et Y appartient à l'ensemble F. L'ensemble de tous les couples XY tels que X appartient à E et Y appartient à F. X s'appelle le premier élément du couple, Y s'appelle le deuxième élément du couple. Ou bien, encore, on dit que X est la première projection du couple et Y c'est la deuxième projection. X, premier élément ou bien première projection. Y, premier élément ou bien première projection. Bien sûr, on peut utiliser trois ensembles. Si vous avez trois ensembles E, F et G, on parle du produit cartésien de E, croix F, croix G. On ajoute ici croix un autre ensemble G. Et ça, c'est l'ensemble de quoi? C'est tout simplement l'ensemble des triplés X, Y et virgule, et on ajoute ici Z et on ferme la parenthèse. C'est l'ensemble des triplés. Bien sûr, on ne va pas avoir ça. L'ensemble des triplés X, Y, Z, avec X appartient à E, Y appartient à F et Z appartient à G. Ce sont les triplés. On parle de E croix F croix G. On parle aussi de l'ensemble des quadriplés, c'est le produit cartésien E croix F croix G croix, un nouveau ensemble H, etc. Si on utilise N ensemble, E1, E2 jusqu'à En, alors on peut parler du produit cartésien E1 croix E2, etc. jusqu'à N, croix En. E1, croix E2 jusqu'à, etc. jusqu'à En. Voilà, donc il faut mettre des pointillés jusqu'à croix En. Bon. Alors, ça c'est quoi? C'est l'ensemble des N uplés. On parle de l'ensemble des N uplés. Alors, bien, on va voir un exemple simple, le cas des couples, c'est-à-dire du produit cartésien E de E croix F. E croix F. On va voir ça sur GeoGebra. Alors, prenons donc deux ensembles, E et F. E, il contient A et B, deux éléments, et F contient trois éléments. Alors, bien sûr, on peut utiliser ou bien schématiser en utilisant l'arbre de choix ou bien le produit cartésien. Le diagramme cartésien. L'arbre de choix, c'est ça, et le diagramme cartésien, on va les compléter. Pour l'arbre de choix, on met en évidence l'ensemble E. Alors, pour avoir un couple, on choisit d'abord un élément de l'ensemble E. On peut choisir A ou bien B. Et pour le produit, le diagramme cartésien, on met les éléments du premier ensemble. E, on va mettre ça sur un axe
Je m'excuse, il y avait une faute ici. Sur un axe comme l'axe des X, c'est proche de ça. Diagramme cartésien, c'est la même idée. Bien, E à B. Et on met le deuxième ensemble ici, comme l'axe des Y, pour la représentation des points, etc. Alors, si on choisit pour l'ensemble E, ou bien pour la première projection, on choisit A ou bien B. Alors, si on choisit A, l'élément qui va avec A, c'est-à-dire la deuxième projection, dans la deuxième projection, vous pouvez avoir 1 ou bien 2 ou bien 3. Ici, 1 ou bien 2 ou bien 3. Si on choisit comme élément, premier élément B, alors le deuxième élément peut être 1 ou 2 ou 3. Et comme ça, on peut trouver tous les couples. Le premier couple, il suffit de suivre les flèches A1. Voilà, voilà. Ici, A1. Et de la même manière, on peut déterminer tous les couples. Donc, le produit cartésien E croix F, c'est ça. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a 6 couples. Alors, d'où viennent ces couples? C'est très simple. Vous avez l'ensemble E contient 2 éléments. Pour chaque élément, il y a 3 possibilités. Donc, on va trouver 6 couples. Donc, on peut dire que cardinal de, euh, pardon, je dois ajouter un T, cardinal de E croix F est égal cardinal de E fois cardinal de F. C'est-à-dire 2 fois 3, ça fait 6. Voilà donc pour le produit cartésien, sauf que je peux parler aussi du carré cartésien. Je peux très bien prendre un ensemble E tout seul et chercher l'ensemble, le produit cartésien E croix E. C'est ce qu'on note E carré. On l'appelle le carré cartésien. Et bien sûr, cet ensemble va contenir le couple AA, AB, BA, BB, 4 couples parce que bien sûr 2 fois 2, c'est 4. Voilà donc pour le produit cartésien. Partie d'un ensemble. Alors, si on prend un ensemble E, les parties ou bien l'ensemble des parties d'un ensemble, on le note P de E. E c'est l'ensemble et P de E c'est l'ensemble de toutes les parties de l'ensemble E. Bien sûr, on voit que l'ensemble qui contient seulement l'élément 1, c'est celui-là, est considéré comme partie de E. La même chose pour l'ensemble qui contient un seul élément 2, ici un seul élément 3, ce sont des parties de E. Alors ces ensembles ont la particularité d'obtenir un seul élément. On les appelle singletons. Les singletons. Singletons, ça veut dire qu'ils contiennent un seul élément. Donc on a 3 parties, 1, 2 et 3. Ce sont des 3 parties de E qui contiennent un seul élément. Les singletons de E, les voilà. On peut avoir aussi des parties qui contiennent 2 éléments. 1, 2, ou bien 1, 3, ou bien 2, 3. Ce sont les paires. Chaque ensemble ou partie contenant 2 éléments s'appelle une paire. Donc vous avez 3 paires, 3 sous-ensembles qui contiennent 2 éléments. Donc 3 paires, 1, 2, 1, 3 et 2, 3. Et n'oublions pas que l'ensemble vide est une partie de n'importe quel ensemble. Donc, en particulier pour cet ensemble E, l'ensemble vide est une partie de E. D'accord? Et bien sûr, on peut dire aussi que l'ensemble tout entier est une partie de lui-même. Voilà, donc P de E, c'est tout ça, c'est l'ensemble vide, le singleton A, le singleton 1, pardon, le singleton 2, le singleton 3, la paire 1, 2, la paire 1, 3, la paire 2, 3, et E tout entier, c'est 1, 2, 3. Voilà, donc ici, l'ensemble, vous pouvez remarquer ici que les parties, on va les compter. 3 ici, 3 et 2, ça fait 8 parties. Alors, on va remarquer que cardinal de P de E, c'est-à-dire le nombre des éléments de cet ensemble, P de E, bien sûr, les éléments de P de E, ce sont des ensembles, ce sont les parties, mais on les considère ici comme des éléments.
Alors, il contient 8 éléments. On peut remarquer que 8 est égal à 2 puissance 3. C'est 8. Alors, on peut démontrer ce résultat dans le cas général. En général, on démontre que cardinal de P de E est égal à 2 puissance cardinale de E. On peut démontrer ça. Il y a au moins deux façons pour démontrer ceci, en particulier par récurrence. On va voir ça dans les exercices. Fonction et application. Alors, on a déjà vu dans les classes antérieures ce qu'on appelle fonction. Surtout, on a vu les fonctions numériques. Alors, une fonction numérique, c'est une fonction qui est définie de l'ensemble R vers l'ensemble R. Et avec une expression, on trouve par exemple f de x égale x carré moins 3x plus 1. C'est une fonction numérique et pour les fonctions numériques, on cherche l'ensemble de définitions, etc. Alors maintenant, on va voir la notion de fonction dans le cas général. Au lieu d'avoir l'ensemble R comme ensemble de parts, on peut avoir un ensemble E, n'importe quel ensemble. Et comme ensemble d'arrivée, un ensemble F. Et on dit que F est une fonction de l'ensemble E vers l'ensemble F si et seulement si tout élément de l'ensemble E admet au plus une image. C'est-à-dire, chaque élément de E, ou bien il admet une image unique, ou bien il n'a pas d'image. C'est ça la signification de au plus une image. Très bien. Alors, bien sûr, pour les fonctions, on peut avoir, si tout élément admet une image unique, c'est-à-dire que si l'ensemble, dans le cas où l'ensemble de départ de E est égal à l'ensemble de définition, c'est-à-dire s'il n'y a pas de valeur interdite, alors c'est un cas particulier. Dans ce cas, on dit, au lieu de dire que f est une fonction, et c'est toujours une fonction, mais on peut dire que c'est une application. Donc on a ici une autre notion, la notion d'application. Pour une fonction de E définie de E vers R, tout élément de E doit avoir une image au plus. Et pour une application de E vers R, tout élément de E doit avoir une image unique. Donc, c'est ça la définition, bien sûr, de la fonction. Et puis, on a vu la définition de l'application. Alors, on va voir ça dans des exemples. Bien, alors, prenons cet exemple. Ici, vous avez l'ensemble E, l'ensemble F, ça c'est l'ensemble de départ, et ça c'est l'ensemble d'arrivée. On ne sait pas si F est une fonction ou non. On peut dire que c'est une correspondance d'un ensemble E vers un ensemble F, des images, etc. Le 1 a pour image A, le 2 n'a pas d'image, le 3 a deux images B et C, 4 a une image C, D, et 5 a une seule image, c'est D. Voilà, donc on parle que des images. On s'en fout maintenant de l'ensemble d'arrivée. Ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble des parts et le nombre d'images que possède chaque élément. Alors ici, ce n'est pas une fonction. F n'est pas une fonction. Alors pourquoi? Parce qu'on a dit que f est une fonction de E vers F, c'est seulement si tout élément de E admet au plus une image. Pour 1, pas de problème. Il a une image, donc il n'a pas plus. 2 n'a pas d'image. Bon, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas d'image, pas de problème. On a dit au plus. Mais le problème, c'est 3. L'élément 3 possède deux images, B et C. Donc, F, ce n'est pas une fonction pour cette raison. La cause, c'est que 3 admet deux images, donc ce n'est pas une fonction. Alors, bien sûr, si ce n'est pas une fonction, ça ne veut pas être une application. Pour la même raison, parce que 3 admet deux images normalement pour l'application. Chaque élément de l'ensemble de départ doit avoir une image unique. Mais il y a, ça c'est une raison. On peut dire que f n'est pas une application parce que 3 admet deux images. Ou bien, si vous voulez, il y a une autre raison pour l'application. On peut dire que 2 n'a pas d'image, donc ce n'est pas une application. Parce que pour l'application, chaque élément de l'ensemble de départ doit avoir une image et une seule.
C'est-à-dire, on ne doit pas avoir d'éléments qui n'ont pas d'image et on ne doit pas avoir des éléments qui ont plus d'une image. Donc, ce n'est pas une application. Très bien. Voyons maintenant cet exemple. Vous voyez que 1 admet une image unique, 2 n'a pas d'image, 3 une image, 4 admet une image CD et 5 admet une image. Donc le 4 et le 5, chacun de ces deux éléments a une seule image. C'est la même image, mais ce n'est pas du tout important. Ce qui nous intéresse, c'est que de chaque élément part une flèche et une seule. Donc 4 a une seule image et 5 a une seule image. On s'en fout qu'il soit la même image. Ça, c'est un autre problème. Donc on peut dire que chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image. Parce que ici, une image et les autres aussi, et 2 n'a pas d'image. Donc on peut dire ça. Donc F, chaque élément de l'ensemble de départ admet une image au plus. Donc F est une fonction. Bien sûr, F n'est pas une application. La raison, c'est que l'élément 2 n'a pas d'image. Pour l'application, on doit avoir tout élément de l'ensemble de départ admet une image unique. Puisque 2 n'a pas d'image, ce n'est pas une application. Donc, dans cet exemple, F est une fonction parce que tout élément admet au plus une image, et ce n'est pas une application parce qu'il y a un élément qui n'a pas d'image. Très bien. Passons à cet exercice maintenant. F, c'est une fonction et c'est une application en même temps. Parce que on peut dire ici, puisque chaque élément admet une seule image, donc on peut dire que chaque élément admet au plus une image. Et on dit aussi que tout élément admet une image et une seule. Donc F ici, c'est en même temps une fonction et une application. Bien, alors maintenant, on va voir, ça c'est un autre sujet, on va essayer de voir des propriétés probables d'une application. Maintenant, on va oublier un peu les fonctions et on va parler dorénavant que des applications, mais on va étudier des cas particuliers d'application. Bon, donc je reviens au cours et on va voir ici, on va voir quelques propriétés probables pour les applications, c'est-à-dire des cas particuliers. On va voir là la surjection ou bien l'application, une application surjective. On va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire une application surjective ou bien une surjection. On va voir qu'est-ce que ça veut dire une application injective ou bien une injection. Et on va voir aussi la bijection, une application bijective ou bien une bijection. Alors, commençons par la surjection. On dit qu'une application est surjective. D'abord, on doit avoir une application, pas une fonction. Je parle des applications. Prenons donc une application F d'un ensemble E vers F. Alors, on dit que F est une surjection ou bien une application surjective si et seulement si. Alors, ce qu'on va dire concerne l'ensemble d'arrivées. Si et seulement si, tout élément de F, c'est-à-dire de l'ensemble d'arrivées, admet au moins un antécédent. Voilà, c'est très simple. Donc, pour la surjection, tout élément doit avoir une image au moins. Donc, on peut formuler ça comme ça. Tout Y, pour tout Y appartenant à F, doit avoir un antécédent au moins. C'est-à-dire, pour tout Y appartenant à F, il existe X appartenant à E, tel que f de x égale y. Alors, cette formulation ici veut dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent. Donc, c'est ça ce qu'on peut dire pour l'application surjective ou bien la surjection. On a vu sa définition et sa propriété caractéristique qui est là. Maintenant, on va voir la définition d'une injection. On dit qu'une application est injective ou bien que c'est une injection si et seulement si, attention, tout élément de l'ensemble d'arrivée F
admet ici au plus un antécédent, pas au moins. Au moins pour la surjection et au plus pour l'injection. Voilà. Alors, bien sûr, on a une propriété qui caractérise l'injection. Elle est un peu différente, mais on va essayer de voir cette définition de, disons, cette propriété caractéristique de l'injection. Pour cela, on va utiliser GeoGebra pour bien expliquer ceci. Voyons maintenant la propriété caractéristique de l'injection avec GeoGebra. Très bien. Alors, prenons un exemple. Vous voyez ici dans cet exemple, l'image de 4 c'est K, etc. Pour les antécédents, le A n'a pas d'antécédent, le C admet un seul antécédent, le D n'a pas d'antécédent, K n'a pas d'antécédent, M n'a pas d'antécédent. Donc ici, vous avez le problème seulement ici. Vous voyez que x1 et x2 sont deux éléments qui ont même image. C'est-à-dire que ces deux éléments vérifient cette proposition. F de x1 égale à f de x2. Alors bien sûr, si x1 est différent de x2, on ne peut pas dire que c'est une injection. C'est pour cela, si on veut avoir une injection, à chaque fois qu'on a f de x1 est égal à f de x2, on doit nécessairement avoir que x1 est égal à x2. Et dans ces conditions, on ne peut pas du tout avoir cette situation, c'est-à-dire qu'on peut dire que tout élément admet de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent au plus, ça veut dire qu'on a une injection. Voilà donc pour la propriété caractéristique de l'injection. Pour démontrer qu'une application est injective, il suffit de démontrer cette implication. F de x1 est égal à f de x2 implique que x1 est égal à x2 pour tout x1 et x2 pris dans l'ensemble. Voilà donc pour l'injection. Alors maintenant qu'on a vu la propriété caractéristique de l'injection et la propriété caractéristique de la surjection, on peut continuer euh, euh, ici et voir les exemples. Bien, alors vous voyez ici que F n'est pas ici, vous voyez l'ensemble d'arrivées. On voit que le A admet deux antécédents, le B n'a pas d'antécédent, le C un seul antécédent, D admet deux antécédents et K n'a pas d'antécédent. Donc ici, on va voir est-ce que c'est une injection, est-ce que F est une injection, est-ce que F est une surjection. Bien sûr, F n'est pas une injection. Pourquoi? Parce que l'élément A admet deux antécédents, les voilà différents. Donc, on ne peut pas dire que c'est une injection. Alors, vous voyez, si vous voulez utiliser la propriété caractéristique, on a f de 1 égale à A, f de 2 égale à A, c'est-à-dire que f de 1 égale à f de 2 sans avoir 1 égale 2. Donc, on peut l'expliquer de deux façons. Ou bien on dit que A admet deux antécédents différents, c'est suffisant, ce n'est pas une injection. Ou bien on peut dire que on a f de 1 est égal à A et f de 2 égale à A, c'est-à-dire que f de 1 égale à f de 2, mais 1 n'est pas égal à 2, donc notre application n'est pas injective. Pour la surjection, la même chose, ce n'est pas une surjection, mais bien sûr, ce n'est pas pour la même raison. Le fait d'avoir deux antécédents ne dérange pas la surjection. Mais le problème de la surjection, c'est que l'élément B ici n'a pas d'antécédent. Et pour la surjection, chaque élément doit normalement avoir au moins un antécédent. Ici, vous voyez que l'élément B n'a pas d'antécédent, donc ce n'est pas une application, F n'est pas une application surjective. C'est-à-dire que pour l'élément B, il n'y a pas de X ici dans E tel que F de X égale B. C'est-à-dire que B n'a pas d'antécédent. Voilà. Alors, si on regarde un peu cet exemple ici, alors on voit que tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au plus un antécédent. Ou bien on a un antécédent, ou bien pas d'antécédent. Par exemple, l'élément A, B, D, K, M ont un seul antécédent, et les deux éléments C et S n'ont pas d'antécédent. Donc on peut dire que tout élément de l'ensemble
F admet O plus un antécédent, donc on a une application injective. Et pour la surjection, on va voir, bien sûr, vous voyez que C n'a pas d'antécédent, donc l'application n'est pas surjective. Bien, on va voir maintenant cet exemple. Vous voyez que l'élément A admet deux antécédents, B un seul, C deux antécédents. Donc ici, on peut dire que F est une surjection, parce que chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent. Le A admet deux antécédents, B un seul et C deux. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'élément qui n'a pas d'antécédent. Donc tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent. Donc c'est une surjection. Mais est-ce qu'elle est injective? Non. Parce que vous voyez que je peux dire tout simplement que A admet deux antécédents différents, c'est suffisant. Sinon, je peux le dire d'une autre manière. Je dis que f de 1 égale à f de 2, mais 1 est différent de 2, donc ce n'est pas une injection. Donc cette application ici, elle est surjective, mais n'est pas injective. Alors là, vous voyez que on peut dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée admet O plus un antécédent, parce que chaque élément admet un antécédent unique, donc on peut dire que chaque élément admet O plus. Donc c'est une injection, mais on peut dire aussi, et en même temps, que chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent. Donc c'est une surjection. Alors si on a une application qui est à la fois injective et surjective, on dit tout simplement que c'est une bijection. Donc ici, on a une bijection. Alors pour la définition de la bijection, on peut dire que F est une application bijective si et seulement si elle est injective et surjective. D'une part. Ou bien on peut le dire autrement, F est une application bijective de E vers F si et seulement si chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent unique. Voilà, donc comme ça on obtient une application bijective, bien sûr elle est en même temps injective et surjective. Alors dans ce cas, si on réussit à avoir une bijection, alors il y a autre chose qu'on peut dire, c'est que c'est possible ici de construire une nouvelle application dans l'autre sens. Il suffit d'inverser les flèches. On peut construire une application qui est bijective aussi, de F vers E, dans ce sens, tel que l'image de A c'est 1, l'image de B c'est 2, on va inverser les flèches. Donc l'image devient antécédent et l'antécédent devient image. C'est ce qu'on appelle la bijection réciproque. Donc cette application va de F vers E et on la note comme F puissance moins 1. On va voir ça ici. Voilà, on a pris la même application et on a inversé. Vous voyez que la notation c'est F puissance moins 1, mais on lit F moins 1. F moins 1, le moins 1 ici, ce n'est qu'une notation. Ça n'a rien à voir avec le nombre moins 1. Ce n'est pas une soustraction. C'est une notation, tout simplement, la fonction réciproque ou bien la bijection réciproque. Si f est une bijection, alors on peut construire ce qu'on appelle la bijection réciproque. Et c'est une bijection, elle va de f vers e et les images sont inversées. Voilà donc pour la bijection réciproque et pour, on a vu, toutes les propriétés probables pour une application, l'injection, la surjection et la bijection. On a vu aussi la bijection réciproque. On va voir maintenant ce qu'on appelle l'image directe et l'image réciproque par une application. Très bien. Alors on va prendre une application petit f définie d'un ensemble E vers F. Et on prend une partie A de E et une partie B de F. Alors remarquez bien que A est une partie de l'ensemble de départ et le B c'est une partie de l'ensemble d'arrivée. Alors pour la partie A qu'on a pris
dans l'ensemble des parts, on parle de ce qu'on appelle l'image directe de la partie A. Et pour la B, on parle le B, c'est-à-dire le sous-ensemble qu'on a pris dans B, qu'on a pris dans F, dans l'ensemble d'arrivée, on parle de l'image réciproque. Voilà, de B. Alors, l'image directe et l'image réciproque. L'image directe d'une partie, ce n'est pas l'image d'un élément, c'est l'image d'une partie. Et l'image réciproque, la même chose, l'image réciproque d'une partie, ce n'est pas l'image ou bien ce n'est pas question d'antécédent. Donc ici, l'image directe de A est notée F de A, comme ça. Mais c'est quoi? Bien sûr, c'est un ensemble. Et c'est un ensemble qui se trouve dans l'ensemble d'arrivée. Voilà, donc A est inclus ou bien une partie de E, mais l'image directe de A, c'est une partie de F, et il est défini comme ça. C'est l'ensemble de tous les f de x, c'est-à-dire de toutes les images f de x telles que x appartient à A. C'est-à-dire, tout simplement, f de A, ce n'est que l'ensemble de toutes les images des éléments de l'ensemble A, tout simplement. Et bien sûr, il se trouve l'ensemble F. Et l'image réciproque, c'est-à-dire B est une partie de F maintenant, l'image réciproque de B, elle est notée F-1 de B, comme ça. Mais F-1 n'a rien à voir avec la bijection réciproque. Ce n'est qu'une notation. On prend la même notation, mais c'est très différent, ça n'a rien à voir. Ici, l'image réciproque est notée comme ça. L'image réciproque de B, et B est une partie de F. Comment elle est définie? Elle est définie comme ça. L'image réciproque de B est une partie de E. B appartient, inclus dans B, la partie B est inclue dans F, mais l'image réciproque de B est une partie de l'ensemble de départ E et est définie comme ça. F-1 de B, c'est l'ensemble de tous les X de E tels que F de X appartient à B. Alors, pour bien voir tout ça, on va utiliser GeoGebra pour visualiser un peu tout ça. Image directe et image réciproque, on va prendre un exemple. Voilà donc une application F définie de E vers F, comme ça. D'accord? Alors, pour l'image directe, on va prendre A une partie de E. Vous voyez les éléments 2 et 3. Donc, on a pris une partie de E, de 3, et cette partie, la voilà. L'image directe, c'est quoi? Je prends l'image de E, de 2, pardon, c'est A. L'image de 3, c'est C, c'est terminé. Donc, l'image directe de A, ce n'est que F de A qui est égal à C. On prend les ensembles des images, l'ensemble des images des éléments qui se trouvent dans A. L'image de 2, c'est A. L'image de 3, c'est C et c'est terminé. C'est ça, l'image directe. Maintenant, on prend une partie B de F maintenant. Et on va parler de l'image réciproque. Alors, B, voilà, il contient l'élément B, l'élément D, K et M. Bien, alors qu'est-ce que l'image réciproque? Je prends B, le B n'a pas d'antécédent. Donc, on ne va rien prendre parce qu'il n'a pas d'antécédent. D, il a pour antécédent 4 et 5. Donc, on doit prendre les deux éléments 4 et 5. L'élément K n'a pas d'antécédent, donc on ne va rien prendre. Et le M n'a pas d'antécédent. Donc, vous voyez que le B n'a pas d'antécédent, D a deux antécédents. Donc, normalement, l'image réciproque de B, il contient seulement 4 et 5 parce que c'est l'ensemble des antécédents des éléments de B, mais pour ceux qui ont des antécédents. Le B n'a pas d'antécédent, donc ça ne va rien donner. Seul dès qu'il y a deux antécédents, donc voilà, l'image réciproque de B, ça se note comme ça, F-1 de B, c'est 4, 5. Donc le cas général maintenant, on a déjà vu ça,
si A est une partie de E et F une partie de F, alors l'image directe de la partie A, qu'on note F de A, c'est tout simplement l'ensemble de tous les Y de E tel que il existe X appartient à Y égale F de X. C'est-à-dire l'ensemble de tous les Y qui ont des antécédents dans A. Alors on peut dire tout simplement que c'est l'ensemble des images des éléments de A. F-1 de B, c'est-à-dire l'image réciproque de B qui est une partie de F, c'est quoi? C'est une F-1 de B, c'est une partie de E. B, une partie de F, F-1 de B, c'est une partie de E. C'est l'ensemble de tous les éléments de E, tels que tous les éléments X de E, tels que F de X appartient à B. C'est-à-dire, je prends tous les X tels que l'image de X se trouve dans la partie B. Et on a vu cet exemple, B et F-1 de B, je prends tous les éléments qui ont une image dans B. 4, 5 ont une image comme image D. Il se trouve dans B. Et c'est tout. L'élément 3 a une image, mais il ne se trouve pas dans B, donc je ne peux pas le prendre. 1 et 2, la même chose, ils ont une image A, mais, ce A n'appartient pas à B, je ne peux pas le prendre. Très bien, voilà donc pour l'image directe et l'image réciproque. Bien, maintenant on va voir la dernière partie de ce cours, c'est la composition de deux applications. Alors, on va prendre deux applications, mais à condition que la première, c'est F, elle va de E vers F, c'est-à-dire son ensemble de départ, c'est E, et son ensemble d'arrivée, c'est F. Et la deuxième, c'est ça la condition, elle doit avoir comme ensemble de départ, c'est l'ensemble d'arrivée de F, c'est-à-dire de E, pardon, F va de E vers F, et G va de F vers un autre ensemble G. Alors, dans ces conditions, on peut construire une nouvelle application qu'on appelle composition, la composition de l'application F suivie de l'application G. On la note G rond F. G rond F. C'est l'application composée de F suivi de G. Alors remarquez bien que le F, c'est la première application et la G, c'est la deuxième, mais l'écriture est inversée. Parce que on va voir ça pourquoi. On va voir maintenant pourquoi. Comment on construit cette application? C'est très très simple. Je prends d'abord les éléments de E. L'image de 1 par F, c'est A. Et je continue. Et l'image de A, c'est moins 1. Donc, je peux dire que le 1 a pour image moins 1 par l'application composée. C'est-à-dire que G rond F de 1, elle est égale à moins 1. Mais comment elle est construite? G rond F de 1, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer d'abord F de 1. C'est pour cela, vous avez ici F de X. F de 1. Et lorsque je trouve F de 1, c'est A, je dois prendre son image. G de F de 1, c'est-à-dire G de A, qui est moins 1. Maintenant, je passe à l'autre élément, 2, F de 2, c'est B, et G de B, c'est moins 3, c'est-à-dire G de F de B. Donc, G rond F de 2, G rond F ici, 2, G rond de 2, c'est quoi? C'est G de F de 2. Parce que F de 2, c'est B. G de B, c'est moins 3, etc. Donc, on peut dire que l'image de 1 par G en F, c'est moins 1. L'image de 2 par G en F, il suffit de suivre les flèches, c'est moins 3. Ici, il n'y a pas de flèche qui vient vers C, c'est pour cela que je ne peux rien, je ne peux pas prendre celui-là. 3, G rond F de 3, c'est moins 5. G rond F de 4, c'est moins 6. G rond F de 5, c'est moins 6 aussi.
Gérant f de 6, c'est moins 6 aussi. Voilà, donc en général, gérant f de x, c'est g de f de x. Voilà, donc voilà gérant f maintenant. L'image, comme on a déjà dit, l'image de 1, c'est moins 1 par gérant f, l'image de 2, c'est moins 3, etc. Alors, donc qu'est-ce qu'on va retenir? On ne peut parler de l'application composée de f suivi de g que si l'ensemble d'arrivées de la première application qui est f, c'est et doit être l'ensemble de départ de la deuxième application. C'est bien l'ensemble f. F va de E vers F et G va de F vers G. C'est ça la seule condition qu'on doit avoir pour pouvoir déterminer ou bien parler de l'application composée G en F. Maintenant, on va voir un exemple et des remarques en même temps. On a pris ici des applications numériques. F et G. F est défini de R vers R et G est défini de R vers R. Donc l'ensemble de départ de G, il est égal à l'ensemble de départ d'arrivée de F. Et si on veut, on peut même ici parler de F en G, parce que l'ensemble d'arrivée de G, c'est lui-même l'ensemble de départ de F. Donc ici, on peut euh, chercher G en F, l'application, ou bien construire G en F, c'est-à-dire l'application composée de F suivie de G, ou bien l'application composée de G suivie de F. Très bien, on va voir d'abord un exemple. G rend f de 1. Alors, G rend f de 1. G rend f de 1, d'après la définition, c'est G de f de 1. Et f rang G de 1, c'est f de G de 1. Donc, ce qui nous manque maintenant, c'est f de 1 pour pouvoir terminer ça. Et ici, G de 1. Donc, on calcule f de 1. Je remplace dans l'application f et je trouve 3. Pour G de 1, je remplace dans l'expression de l'application G et je trouve 1 demi. Donc, G rang f de 1, c'est quoi? C'est G de f de 1. Et f de 1, c'est 3. Donc, c'est G de 3. Et je remplace dans l'expression de G, x par 3, et je trouve 1 demi. F rang G de 1, la même chose, c'est f de G de 1. G de 1, c'est 1 demi. Je remplace maintenant dans l'expression de f, x par 1 demi, et je trouve à la fin 15 quarts. Alors, voilà, remarquez que G rang f de 1 n'est pas égal à f rang G de 1. Alors, on va utiliser cette remarque pour la question suivante. Est-ce qu'on a demandé ici une question, est-ce que l'application f rang G est égale à l'application G rang f? Bien sûr non, parce qu'il suffit de donner cet exemple, ou bien ce contre-exemple. F rang G de 1 égale 17, pardon, c'est pas 17, c'est 15. 15 quarts, et qui est différent de 1 demi, qui est G rang f de 1. Donc f rang G de 1 n'est pas égal à G rang f de 1. C'est suffisant pour dire que les applications G rang f et f rang G ne sont pas égales, parce que dire que ces deux applications sont égales, ça veut dire que quel que soit x, on doit avoir f rang G de x est égal à G rang f de x. Alors pour 1, ce n'est pas vrai, donc les deux applications ne sont pas égales. Maintenant, on vous demande de calculer G rang f et puis f rangé dans la question B. C'est très simple. F rangé de x d'après la définition, G de f de x. F de x, vous l'avez, je remplace. C'est x carré moins 3x plus 5. Et maintenant, vous avez G de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut remplacer dans l'expression de G le x par tout ça. Et voilà ce que j'ai trouvé. Bon, je n'ai pas terminé. Je me contente de cette forme. Ce n'est pas la peine de chercher une autre forme. De toute façon, on a fait le calcul. Donc, je peux dire que G rang f de x, c'est ça. F rang G de x, la même chose. F rang G de x, c'est f de G de x. G de x, c'est ça. Et maintenant, j'ai f de tout ça. Donc, je dois prendre l'expression de f
et remplacer x par ça, et on trouve ceci. Donc voilà, f rang g et g rang f. Voilà donc pour cette partie du cours. Et comme ça, le cours est terminé. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.